commencer. Donc la dernière fois, on a vu comment représenter les signaux dans le domaine fréquentiel. C'est-à-dire, soit pour les signaux, donc, de manière générale, on les représente par leur spectre. Pour les signaux périodiques, le spectre, c'est un spectre de raies, défini par la série de Fourier. Et chaque paire de raies, fréquence positive, fréquence négative, correspond à une sinusoïde. Et puis pour les signaux apériodiques d'énergie finie, on a défini le spectre par la transformée de Fourier. Et là, le spectre, c'est une fonction continue de la fréquence. Et on avait vu sur les figures que, en général, pour un signal réel, le spectre d'amplitude est une fonction symétrique, tandis que le spectre de phase est une fonction asymétrique. D'accord ? Plutôt antisymétrique. Donc, et je vous avais dit que il faut bien faire attention, dans les deux cas, ce ne sont que des représentations et on a exactement la même information dans le spectre que dans le signal temporel. On avait vu aussi que ça pouvait s'étendre au cas des signaux bidimensionnels, les images typiquement. Donc là, au lieu d'avoir des signaux qui sont fonction du temps, on a des signaux qui sont fonction de deux coordonnées x, y. Et au lieu d'avoir une seule fréquence, eh bien, on a deux fréquences qui sont des fréquences spatiales, une dans le sens vertical, l'autre dans le sens horizontal. Alors on va poursuivre sur la transformée de Fourier avec d'abord quelques propriétés importantes que j'ai résumées ici. Bon, il y en a d'autres, mais ça c'est les plus importantes. Première chose, si on prend le signal S, on considère un signal S de t qui a pour transformée de Fourier grand S de nu. Donc S de t est un signal apériodique d'énergie finie. Et si on prend S de t-A, donc S de t-A, c'est S retardé d'une durée A. Au lieu d'avoir S de t, on a S de t-A. Donc on prend le signal S, mais retardé d'une durée A. Et si on calcule sa transformée de Fourier, c'est-à-dire son spectre, eh bien on obtient S de nu multiplié par un E moins J de pi nu A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je prends le module de la TF de S de t-A, son module, c'est la même chose que le module du spectre de S. Si vous multipliez un complexe par une exponentielle, un E moins J quelque chose, le module reste le même. Ça correspond juste à un déphasage, un changement de l'argument. Et par contre, donc, le spectre de phase va être modifié, c'est-à-dire que vous allez ajouter 2 pi nu A, enfin retrancher 2 pi nu A au spectre de phase. D'accord ? Donc quand on retarde un signal, le spectre d'amplitude n'est pas modifié, par contre le spectre de phase est modifié. Donc retarder, ça veut dire déphasé. C'est pas que ça sert à quelque chose, c'est juste une description du signal. D'accord ? Parce que quand on étudiera un système de traitement du signal, on aura besoin de considérer un signal à un certain moment et puis le même signal décalé, retardé ou avancé. Et il faudra étudier les propriétés de la sortie suivant l'avance ou le retard. Alors deuxième propriété, donc ça c'est quelque chose qu'on a vu dans le TD1. Si vous prenez la transformée de Fourier d'un signal multiplié par une exponentielle complexe, donc par EJ de pi nu 0t, eh bien ça revient à décaler le spectre de nu 0. Donc ça on l'a fait dans le TD, mais au lieu d'avoir juste une exponentielle, on avait deux exponentielles, on avait EJ de pi nu 0t plus E moins J de pi nu 0t à cause du cosinus. Et troisième propriété, donc celle-là on verra son importance un peu plus tard, si on prend la transformée de Fourier de la dérivée n-ième de S de t, donc S entre parenthèses n de t, ça veut dire la dérivée n-ième, eh bien c'est S de nu
multiplié par j de pi nu à la puissance n. Ça, on verra l'intérêt de ça plus tard. Et puis, une propriété très importante, c'est la linéarité. Donc, la transformée de Fourier, c'est une opération linéaire. C'est-à-dire que si vous prenez la transformée de Fourier d'une somme, vous avez la somme des transformées de Fourier. Alors, autre propriété, c'est la relation, ce qu'on appelle la relation d'incertitude. Alors pour ça, on va définir deux notions, la durée utile d'un signal et la largeur utile du spectre. Alors voilà la formule de la durée utile. Si on appelle grand T la durée utile, voilà la formule. Ce que signifie cette formule, en gros, c'est qu'on prend la moyenne du temps, d'accord ? Enfin, pour calculer le temps utile au carré, on prend la moyenne du temps au carré, pondéré par le niveau du signal au carré. C'est-à-dire que le temps qui va rentrer dans le calcul de cette moyenne, eh bien, ce sera le temps pour lequel S de t n'est pas négligeable. D'accord ? Pour tous les instants t où S de t est très petit, n'oubliez pas que c'est un signal d'énergie finie, donc qui décroît très rapidement, voire qui est de durée limitée. Eh bien, pour tous ces instants, donc tous ces instants où S de t est très petit, n'entreront pas dans le calcul de la moyenne. Donc finalement, on aura cette durée utile, ça correspondra en gros à la durée pendant laquelle le signal est de valeur non négligeable. Alors si je prends un signal de durée limitée, un signal, on a vu qu'on parlait de signaux apériodiques d'énergie finie, donc on a vu que ça pouvait être des signaux de durée limitée, par exemple. Si je prends un signal de durée limitée, eh bien, si je prends par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre si je prends S de t égale 1 sur l'intervalle 0, t0. Donc un signal qui fait juste ça, une fonction porte. Eh bien, normalement, vous aurez donc t sur 2 au carré est égal à l'intégrale de 0 à t0 de t carré dt. Alors ça vous fait l'intégrale de ça, c'est 3 demi de t au cube, pardon, un tiers de t au cube entre t0 et 0. Donc ça vous fait t0 au cube sur 3 et donc ça vous fait quelque chose qui n'est pas vraiment égal à t0. Donc t est égal à racine de 4 tiers de t0 cube. D'accord ? Vous voyez que d'après cette formule, la durée utile pour un signal de durée limitée, ce n'est pas forcément égal à la durée du signal. Alors, de manière similaire, on peut définir la
largeur utile du spectre. Donc là aussi, on calcule, donc là on est dans le domaine fréquentiel. En gros, on calcule la moyenne de nu carré sur l'intervalle des fréquences où le spectre est non négligeable. D'accord? Donc ça va vous donner la largeur utile du spectre, c'est en gros la largeur de fréquence sur laquelle on peut considérer que le spectre est non négligeable. Et de ces deux grandeurs, on va tirer ce qu'on appelle la relation d'incertitude, que j'ai oublié d'écrire sur la feuille. C'est la suivante. C'est que la durée utile fois la largeur utile du spectre, c'est supérieur ou égal à 1 sur pi. Okay? Donc voilà, la relation d'incertitude, c'est ça. Alors, ce que ça signifie, enfin, quelles sont les implications de ça? C'est que si vous avez un signal de durée très courte, un signal très bref, nécessairement, son spectre sera large pour respecter cette inégalité. Donc, typiquement, un claquement de main, c'est un signal bref, il a un spectre très large. Tous les sons impulsifs, comme ça, tous les bruits impulsifs, ont des spectres larges. Inversement, si un signal a un spectre très étroit, nécessairement, il sera de durée longue. Le cas extrême, c'est une sinusoïde. Le spectre d'une sinusoïde, c'est juste 2 raies, donc quelque chose d'extrêmement étroit. Et une sinusoïde, c'est un signal de durée infinie. D'accord ? Donc on ne peut pas avoir un signal qui a à la fois un spectre étroit et une durée courte. Ça n'existe pas. Alors pour votre information, les signaux, pour les signaux gaussiens, si S de t est gaussien, c'est-à-dire qu'on a un signal comme ça, eh bien on a égalité. Que de manière générale, pour tous les signaux, c'est supérieur. Et cette borne inférieure de TB, elle est atteinte pour les signaux qui ont cette forme-là. Et les signaux qui ont cette forme-là ont aussi un spectre de cette forme-là. Alors maintenant, on va voir la relation entre le spectre des signaux et l'énergie des signaux. Une relation énergie spectre. Donc l'énergie d'un signal, on a déjà vu sa définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de, alors on va prendre, on l'appelle comment, S de t au carré dt. D'accord ? Donc on considère un signal apériodique d'énergie finie, et son énergie, on a vu que c'était le carré de S de t intégré de t égale moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors je mets des barres de modules ou de valeurs absolues parce que de manière générale on peut définir ça pour des signaux complexes. Nous on ne verra pas de signaux complexes, mais on peut traiter des signaux complexes. Alors on va d'abord voir ce qu'on appelle la corrélation entre deux signaux
X et Y d'énergie finie. D'un point de vue mathématique, la corrélation, on la note souvent grand gamma. C'est une lettre comme ça. X, Y de taux. Donc taux, c'est une variable temporelle. Et cette corrélation est définie comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t, y étoile de t moins taux, dt. D'accord? Donc la corrélation en taux, c'est l'intégrale de x de t, y étoile de t moins taux. L'étoile, je vous rappelle, ça correspond à la conjugaison. On est toujours dans le cas où x et y peuvent être complexes. Pour des signes réels, ça fait x, y, tout simplement. Alors, ce qui est important, ce n'est pas la formule, c'est surtout ce que ça signifie. La corrélation entre deux signaux, à l'ordre taux, eh bien, c'est la ressemblance entre x de t, entre le signal x et le signal y retardé de taux. D'accord? X, y, donc taux, c'est une variable temporelle, ça exprime un décalage temporel. Et la corrélation, donc gamma x, y de taux, la corrélation entre x, y en taux, ça exprime la ressemblance entre x et y retardé de taux. Donc, plus cette valeur sera grande, plus x et y décalés de taux seront proches l'un de l'autre. Alors, de même qu'on peut définir la corrélation, on peut définir entre deux signaux, on peut définir l'autocorrélation entre un signal et lui-même. Donc l'autocorrélation de x, on va la noter, alors on ne va pas la noter gamma xx de taux, on va la noter tout simplement gamma x de taux. Et donc il suffit de réécrire ça. C'est l'intégrale de x de t, x étoile de t moins taux. Donc, l'autocorrélation de x en taux, ça correspond tout simplement à la ressemblance entre le signal et lui-même retardé de taux. Donc, si je prends un... Alors ça, c'est utilisé, c'est pas mal utilisé dans les systèmes de communication. Dans les systèmes de communication, souvent, votre émetteur et votre récepteur n'ont pas exactement la même horloge. Donc, vous avez besoin de synchroniser vos transmissions. Vous avez besoin de mettre des symboles de début de trame et des symboles de fin de trame quand vous envoyez des données. Et la synchronisation se fait avec ce qu'on appelle des symboles de synchronisation et elle est fondée sur un calcul d'autocorrélation. Donc, par exemple, imaginez que j'ai un symbole de corrélation qui soit quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un symbole de synchro. Puis, donc j'émets des données
Donc le signal va avoir une allure quelconque. Voilà. Donc on va dire que les symboles de synchronisation délimitent mes trames. Donc j'envoie des données numériques codées avec un certain type de modulation, peu importe. Et puis entre deux trames successives, j'ai un symbole de synchro. Pour détecter la fin d'une trame, le début d'une trame et la fin d'une autre, eh bien, je vais faire une corrélation de la manière suivante. Donc, au niveau du récepteur, je vais avoir, le récepteur va connaître le symbole de synchronisation, donc cette espèce de motif comme ça. Et en permanence, il va faire une corrélation entre le segment de signal, entre les, on va dire les. Donc si ici j'ai une durée T0, eh bien, il va faire une corrélation entre les T0 dernières secondes du signal reçu et le symbole de synchro. Okay. Donc, le récepteur examine en permanence le signal qui arrive. Et en permanence, il fait une corrélation entre les T0 dernières secondes du signal. Donc, il prend un petit morceau du signal. Donc, ça lui fait un sous-signal de durée limitée, donc d'énergie finie. Et il fait sa corrélation avec le symbole de synchro qu'il connaît. Donc il va avoir en permanence il va calculer en permanence cette valeur. Et au moment où le début ou la fin d'une trame va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la corrélation du symbole de synchro par lui-même non retardé. Et là, en général, quand on fait la corrélation d'un signal par lui-même sans aucun retard, c'est-à-dire qu'on calcule la corrélation, l'autocorrélation en 0, eh bien, l'autocorrélation est maximale. Et donc c'est avec ce calcul, cette détection de maximum de corrélation qu'on peut synchroniser l'émission et la réception de données.